Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct est de retour exceptionnellement un dimanche pour un invité exceptionnel, Monsieur Yazid Ben Mouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger. Monsieur Ben Mouhoub, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Sur Radio M. Évidemment, vous avez une grosse actualité ces dernières semaines. Introduction en bourse de Biofarm il y a un peu plus de 2 mois. Et puis aujourd'hui, le dimanche 15 mai, le début de la souscription de la société de cimenterie de Ain Kbira qui émet pour 35% de son capital, d'augmentation de capital, l'objectif étant de lever 19 milliards de dinars à peu près, ce qui est une très grosse opération. Je crois que c'est la plus grosse. C'est la plus grosse depuis les introductions en bourse de ces dernières années. Encore une fois, Hassan Haddouche va nous accompagner. Bonjour Hassan. Bonjour. Bien bonjour. Content de te retrouver sur l'invité du direct. Oui, plaisir. Évidemment, l'actualité étant toute tracée, comment se présente cette opération d'introduction en bourse de la cimenterie publique de Ain Kbira? Alors, très simplement, déjà, le jeudi passé, nous venons de clôturer les roadshows. Donc, il y a eu 4 roadshows qui ont été réalisés par cette entreprise. Ça s'est terminé, comme vous le devinez, à Sétif. Et là, à partir d'aujourd'hui, il y a l'ouverture donc de la souscription qui commence donc du 15 mai jusqu'au 13 juin. L'opération porte, comme vous l'avez dit, sur une augmentation de capital de 35%, qui va permettre de lever quelque chose comme 19 milliards de dinars. Le cours de l'action est à 1600 dinars. La souscription est scindée en fait en deux segments. Il y a un segment pour les institutionnels, 60% donc de l'offre c'est pour les institutionnels, personnes morales, etc. Et le reste pour les personnes physiques. Donc à partir d'aujourd'hui, toute personne intéressée peut se rapprocher de n'importe quelle agence bancaire au niveau national et même aussi du nouveau IOB Tel Markets pour souscrire donc à cette opération. Je précise seulement que il faut acheter au moins 5 actions, c'est-à-dire il faut faire un ordre d'au moins 8000 dinars sur cette souscription-là. Oui, ce qui est inférieur au seuil d'entrée de la souscription précédente Biofarm. Je pense qu'il fallait arriver à 10 000. Oui. Il fallait arriver à 10 000 dinars pour être. Absolument. Pour devenir actionnaire de Biofarm. Alors, justement, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pour 6 milliards de dinars, Biofarm n'a pas bouclé complètement sa levée de fonds sur la place d'Alger. Il a fallu que la BEA exécute sa convention de bonne exécution. BEA qui était le leader de cette souscription, la Banque extérieure d'Algérie, et donc qui a complété l'achat des actions qui n'avaient pas été souscrites. Mmh. Est-ce qu'on peut pas être quand même un peu inquiet pour les 19 milliards de dinars que souhaite lever Ain Kbira, d'autant que la visibilité du business d'Ain Kbira ou même de l'entreprise en termes d'image de marque est peut-être inférieure à celle de Biofarm. Alors concernant Biofarm, c'est vrai que nous considérons que arriver à une souscription qui est quand même de l'ordre de 85%. Pour les personnes morales et personnes physiques, nous, on considère par rapport au montant levé, c'est une opération réussie. Le reste qui a été donc couvert par la BEA et la CNEP aussi, donc ça a permis effectivement d'arriver à boucler les 6 milliards de dinars qui étaient sollicités au départ. Donc ça ne pose pas de problème particulier pour nous, hein, mais ce que nous, on va dire. Ce qu'on peut dire sur cette opération, c'est qu'effectivement, par rapport à l'aura de l'entreprise Biofarm, qui est connue dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas du tout la même chose que pour une société de ciment. Donc, ce sont 2 secteurs d'activité totalement différents. Mais je précise que pour la cimenterie d'Ain Kbira, il faut pas l'oublier aussi, elle fait partie des 8 sociétés publiques qui ont été sélectionnées par les pouvoirs publics
pour une entrée en bourse. Donc, je peux rappeler qu'il y a 2 autres cimenteries du même groupement JICA, donc qui vont arriver. Nous avons la CAR, nous avons le CPA, nous avons Mobilis, nous avons une filiale de Cosider qui est Cosider Carrière, et la dernière c'est Hydro Aménagement. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça fait partie du programme public, donc le gouvernement va s'assurer du succès de cette souscription. Je ne dis pas cela, mais je dis que tout simplement, quand dans le contexte actuel, je pense que c'est tout à fait normal que les entreprises pensent à venir en bourse pour se financer, trouver un financement alternatif et compléter éventuellement leur financement. Pour Ain Kbira, c'est un secteur quand même qui est très, on va dire, stratégique. Ils sont sur une politique d'augmentation de leur production. Ils sont actuellement à 1 million de tonnes an. Ils vont passer à 3 millions de tonnes an avec la levée de cette empreinte. Donc, nous pensons que nous avons bon espoir que l'opération réussisse. Alors, pour vous, ce sont de bonnes nouvelles parce que c'est en train de s'animer. Vous avez pour la première fois un enchaînement de 2 introductions en bourse. La précédente remonte à 3 ans, je crois. Absolument. Voilà. Donc les choses finalement se passent enfin un peu bien, un peu mieux sur la place d'Alger. Mais globalement, enfin, on se rappelait tout à l'heure dans le briefing que le programme étatique d'introduction en bourse avait été dimensionné en 2014. Il y a 2 ans de retard, là. Alors moi je parlerai pas de retard. Pourquoi ? Parce que d'abord la décision qui a été prise en 2014, il faut peut-être remonter un peu plus dans le temps, c'est que en 2011, le ministère des Finances avait initié un plan de redynamisation de la bourse d'Alger. Qui a été donc conduit en collaboration avec le PNUD. Des experts nationaux et internationaux ont travaillé sur le sujet. Un diagnostic a été fait et des recommandations en 2013 ont été faites. Parmi ces recommandations, entre autres, c'est d'assurer une alimentation régulière de la côte. Juste après, donc 2014, l'État, les pouvoirs publics à travers le CPE, donc a pris cette décision d'introduire les 8 sociétés publiques. Nous considérons pour nous que c'est un signal très fort de la part des pouvoirs publics pour dire aux autres entreprises, notamment du secteur privé, que la bourse peut jouer un rôle important dans le financement des entreprises et partant dans le financement de l'économie nationale. Parce que l'objectif, finalement, c'est celui-là, c'est de financer la croissance. Ouais. Alors, Monsieur Benmoud, il y a eu un signal fort donc en janvier 2014. Il y a à peu près 2 ans et demi, quoi. Il y a à peu près 2 ans. Bon. Il s'est rien passé quand même pendant un peu plus de 2 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi ça a l'air de décoller aujourd'hui ? Ça a l'air de bouger. D'ailleurs, c'est ce que disent les responsables du secteur financier. Ouais. C'est parce qu'il y a une volonté politique plus forte. Non, très simplement parce qu'il y a un processus. L'introduction en bourse n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain pour dire tiens, je m'introduis en bourse, je vais le faire, je vais aller voir la COSOB. Non. Donc il y a un processus. Dans ce processus-là, il faut que les organes de gestion de l'entreprise prennent les résolutions qu'il faut, et notamment après il faut lancer ce qu'on appelle une évaluation de la société. Et sachant que ce sont des sociétés importantes, la cimenterie d'Ain Kbira, la CAR, la Mobilis et j'en passe, il me semble que c'est tout à fait normal que dans le processus d'introduction en bourse, qu'on ait pris ce temps. D'ailleurs, il vaut mieux aller, étape par étape, aller sûrement, mais aller doucement pour arriver sûrement. Aujourd'hui, l'arrivée donc d'Ain Kbira, demain, dans quelques mois, donc c'est l'arrivée d'autres sociétés également, comme j'ai dit, la CAR et Cosider. Vous avez un programme, un calendrier précis, c'est-à-dire vous savez quelle sera la prochaine entreprise ? Alors, il n'est pas fixé totalement, mais nous savons que durant le 2e trimestre, il y aura l'arrivée d'autres sociétés parmi les 8 qui ont été. Le 2e trimestre. Le 2e semestre, je veux dire. 2e semestre 2016. Oui. Absolument. Combien vous en prévoyez d'ici la fin de l'année ? Alors, on prévoit entre 2 à 4 sociétés, notamment sur le marché du titre du capital, c'est-à-dire l'ouverture du capital, mais également sur le marché obligataire. 4 sociétés en plus de celles qui existent déjà ? Celles qui existent, oui, en dehors d'Ain Kbira. Et des entreprises publiques ou bien public et privé. Pour le privé, nous avons bon espoir que nous allons recevoir la première
entreprise, la première PME sur le marché de la PME d'Alger. Parce qu'il faut dire qu'en 2012, lorsqu'on a ouvert ce marché-là, jusqu'à présent, donc il n'est pas alimenté. On peut expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit. Le marché des PME, c'est une sorte de marché... Alors, le marché PME, très simplement. Avant 2012, on avait constaté que les règles d'introduction en bourse ne permettaient pas aux petites et moyennes entreprises de se financer à travers le marché. Et nous savons que l'État, les pouvoirs publics, fait énormément pour le développement de la PME en Algérie. Donc, on avait dit, il faut donc réformer la cote, ce qu'on appelle dans le terme technique, et nous avons créé un nouveau marché avec des conditions d'accès qui sont moins contraignantes que pour une entreprise de taille qui dépasserait les 500 millions de dinars. De dinars, et donc c'est sur ce marché-là que vous attendez à ce qu'il y ait de nouveaux privés qui arrivent. Entre autres, absolument. Donc, parmi les 4 entreprises, il y en a une qui serait une PME. Qui serait une PME. Qui serait une PME parmi les 4. Absolument. Et vous pouvez nous donner des noms d'entreprises pour les prochaines? Alors nous avions dit qu'il y aurait probablement la CAR Ecosidère Carrière pour le public à la fin de l'année. Oui, il y a aussi pour le marché obligataire la SRH, donc Société de refinancement hypothécaire, qui avait annoncé la semaine passée son intention donc de lever un emprunt institutionnel sur le marché. Et là, je précise qu'il y a eu déjà cette année, 2015 et 2016, l'arrivée de 2 autres emprunts obligataires institutionnels. Il faut pas l'oublier. C'était la SNL et MLA, donc société de leasing. La SRH qui est dans le même secteur d'activité. Donc c'est tout à fait normal que ce type de société puisse se financer sur le marché. Monsieur Benmou, vous êtes satisfait des délais d'attribution du visa COSOB? C'est traité suffisamment vite? Alors très sincèrement, si le dossier est bien ficelé, c'est-à-dire que l'évaluation a été faite correctement, la COSOB ne met pas plus qu'un mois, voire jusqu'à 2 mois pour donner le visa. Après, pour ne pas alourdir la procédure, il y a un contact permanent entre l'entreprise, donc l'émetteur et l'autorité de marché, pour arriver à réduire les délais. Alors, pour aller dans le même sens que la question qui a été posée tout à l'heure par Hassan, bon, on s'était posé la question au moment de l'annonce du programme de public, disons, on s'était posé la question au sujet de grandes entreprises comme CPA et la CAR, en disant mais s'ils ouvrent leur capital à hauteur de 20%, ça va représenter un appel de fonds très très important. Est-ce que pour la CAR ce sera le cas à votre connaissance? Alors, on n'a pas d'éléments pour l'instant pour dire. Nous savons qu'il va y avoir une ouverture de capital. Est-ce que ça sera une augmentation? Est-ce que ça sera ça peut pas être ça peut être une cession de part aussi, mais dans tous les cas, ça pourrait être une augmentation de. Ça peut changer, ça peut devenir des cessions de part. La politique d'endettement du public, actionnaire de CPA et de CAR. Cela dépend. Donc, il peut faire remonter du cash comme ça. On ne sait pas encore, mais dans tous les cas, par exemple, pour revenir à l'opération actuellement en cours, celle d'Ain Kbira, c'est 35%. C'est une augmentation de capital qui est quand même assez conséquente, absolument. Est-ce que vous ne redoutez pas quand même, Monsieur Benmouhoub, la concurrence de l'État comme chasseur d'épargne aujourd'hui avec l'emprunt national? Est-ce que c'est pas le risque, on prend pas le risque d'un effet d'éviction auprès de la Bourse d'Alger? Alors, je vais dire, si on doit faire un arbitrage aujourd'hui entre acheter le papier Ain Kbira, c'est à l'heure du jour, et aller acheter à 5% de rémunération le coupon du Trésor. Alors moi je vais dire tout simplement, le marché est resté atone pendant très longtemps. Donc l'arrivée de divers produits sur le marché est pour nous une chose très très importante. Ça serait bien que le marché soit stressé pour voir déjà quelle est la capacité du marché à répondre aux demandes, d'une part. Et puis l'État donc a décidé de lancer cet emprunt national pour le financement donc de la croissance, ce qui est une très bonne chose avec des taux de rendement qui sont très intéressants. Mais je ne partage pas l'idée que ça soit une concurrence par rapport au marché. Bien au contraire, ça permet, comme dans le cas de ce qu'on appelle l'inclusion financière, à tout un chacun d'avoir la possibilité d'investir dans ce qu'il pense être le meilleur. On peut partager votre optimisme à certaines conditions. On a dit à un moment donné, avec le choix de l'émetteur public, le ministère des Finances, de rendre anonyme, y compris anonyme, le coupon du Trésor, donc au porteur. On s'est dit, c'est l'épargne hors institutionnelle qui est visée, donc les gens qui ont de l'argent dans l'informel, qui vont pouvoir le recycler en prêtant de l'argent à l'État, sans sanction d'ailleurs, avec plutôt une sanction positive, puisque cet emprunt est rémunéré à 5%.
Mais on a vu tout de suite, avec les 15 premiers jours de cette opération, que c'était quand même beaucoup les institutionnels qui étaient sollicités. Nous, on a parlé de 100 milliards de dinars dans les banques publiques d'achat de ce coupon. C'est quand même voilà, vous dites il y a la concurrence, c'est quand même les institutionnels qui d'habitude achètent du papier action ou des obligations qui sont sommés d'acheter de l'emprunt public. Alors, j'ai dit que, par exemple, pour le lancement, pour la redynamisation du marché de la bourse, c'est l'État qui prend les devants en introduisant des sociétés publiques, de grandes sociétés publiques. C'est bien qu'il le fasse aussi avec l'emprunt obligataire, que l'emprunt national, pour que des institutionnels montrent le chemin, mais n'oublions pas qu'il y a un délai. Donc c'est une façon aussi de montrer que il est possible que ça soit aux institutionnels, que ça soit aux entreprises, donc que ça soit privé notamment, de souscrire, et bien entendu aux particuliers, puisque l'offre devient de plus en plus élargie avec des coupons. Quand vous avez proposé, vous avez suggéré au gouvernement de faire passer par la Bourse d'Alger l'émission de l'emprunt d'État. Vous aviez bien en tête que la cotation à la Bourse d'Alger allait vous permettre de maintenir le flux chez vous et de créer du mouvement chez vous. Vous n'avez pas été entendu, ça vous pose un problème? Non, ça ne pose aucun problème, parce que la bourse, en fait, elle est destinée aux entreprises. L'État est déjà présent au niveau de la bourse sur le marché obligataire à travers les OAT. Donc il y a un encours qui dépasse les 470 milliards de dinars d'encours, donc qui sont échangés au niveau du marché. Mais finalement, ça serait bien que laisser la bourse aux entreprises, celles qui ont un plan de financement, un plan d'investissement important, qu'elles viennent se financer sur le marché, soit à travers une ouverture du capital, soit à travers un emprunt obligataire. Oui. Alors justement, bon, vous nous avez annoncé l'arrivée sur le marché des actions d'un certain nombre d'entreprises. On a parlé aussi pour le département obligataire. Donc, apparemment, le département obligataire aujourd'hui, enfin pas apparemment, mais réellement, le département obligataire aujourd'hui de la Bourse d'Alger, disons, il est vide. Il y a plus de. Oui, la partie corporate, c'est-à-dire pour les entreprises. La partie pour les entreprises, il n'y a plus d'obligations avec cotées. La sortie de Dahli au mois de janvier. La dernière. Donc nous n'avons plus de titres cotés. Alors comment vous expliquez cette disparition pratiquement, disons, des entreprises, disons, du marché obligataire de la Bourse d'Alger? Alors, il faut dire que la Bourse d'Alger a financé beaucoup d'entreprises publiques et privées. Pendant longtemps, jusqu'en 2010. Voilà, sur des emprunts obligataires qui sont quand même assez importants. Donc ça a été fait. Mais après, il y a un contexte aussi économique qui a fait que, toujours pour essayer donc de créer la richesse, de permettre aux entreprises de se développer, on a permis l'accès à des crédits à taux bonifiés. Le chef d'entreprise, c'est tout à fait normal qu'il essaye de réduire donc de ses charges, de profiter du maximum des offres. Donc ça a créé un certain effet d'éviction du marché. Mais je pense que les conditions actuelles permettent à la bourse de revenir au devant de la scène, et elle pourra donc jouer un rôle assez important dans le financement. Ils existent encore, la bonification des taux d'intérêt. Oui, mais je pense là la bonification est réservée quand même pour les secteurs stratégiques, qui est en soi une bonne chose, mais cela n'empêche pas, nous disons qu'il est toujours possible d'avoir un financement alternatif, c'est-à-dire de l'autofinancement, crédit bancaire, mais également un financement à travers la bourse. Donc vous confirmez, suivant votre analyse, c'est bien le crédit administré, la bonification des taux d'intérêt qui a provoqué, disons, l'effondrement du marché obligataire. Non, c'est un effet d'éviction, mais pas seulement. Ouais. Il faut dire aussi que beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans le privé, ignorent la possibilité de pouvoir se financer sur le marché. Nous avons fait l'expérience, nous avons décidé depuis 2013 de sortir sur le terrain. Nous avons fait beaucoup de rencontres. Nous continuons à faire beaucoup de rencontres, mais on s'était vraiment étonné que ces gestionnaires-là n'avaient pas du tout idée de la possibilité de se financer sur le marché. Vous avez quelque chose des noms à nous annoncer pour le marché obligataire dans les mois qui viennent? Donc, vous avez parlé tout à l'heure de SRH. La SRH, donc, qui est annoncée. Il y a une autre entreprise publique, mais tant que le dossier n'a pas été déposé auprès de l'autorité de marché, donc. Le ministre des Finances avait parlé de Sonelgaz, lui. Il avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Oui, mais une fois que le dossier sera déposé, donc la demande de visa, on vous donnera plus d'informations. À la bourse, vous préférez des entreprises, parce qu'une entreprise comme Sonelgaz, disons, une entreprise qui va sur le marché obligataire, théoriquement, c'est une entreprise qui doit être rentable, qui doit être saine financièrement. Bon, je veux dire, Sonelgaz, c'est un candidat.
c'est un candidat potentiel à la... Absolument. Oui. Enfin, on dit, si nous regardons un peu les besoins de financement de Sonelgaz, ils sont tellement importants que il faudrait peut-être chercher plusieurs sources de financement. Entre autres, donc la bourse pourrait être un bon moyen. D'ailleurs, puisque Sonelgaz a fait déjà 2 emprunts obligataires à 2 reprises. Sonatrach aussi. Alors, peut-être Monsieur Ben Mouhoub, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Monsieur Yazid Ben Mouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger. Peut-être Monsieur Ben Mouhoub, l'une des raisons pour lesquelles ces chefs d'entreprise que vous avez rencontrés n'ont pas pensé à venir sur la place d'Alger, c'est parce qu'ils ont vu un peu le sort qui a été fait, pas par votre faute, mais de facto, au titre qui ont été introduits, c'est-à-dire difficulté à assurer une liquidité, à faire circuler les actifs, etc. Ils se sont dit, moi j'ai entendu dire des gens, je vais pas sur la bourse d'Alger parce que je risque de me retrouver être obligé de racheter mes actions au bout de quelques temps parce que personne ne les aura rachetées. Alors peut-être ça c'est les initiés qui pourront dire cela, mais je vous le dis en toute connaissance de cause, les gens étaient très, on va dire, très étonnés de savoir qu'ils pouvaient venir sur le marché. Parce que pour eux, lorsqu'on parle de bourse, ils ont un stéréotype. La bourse, c'est ce qu'ils voient à la télé, les bourses étrangères, etc. C'est pas pour eux, quoi. Ils disent que c'est pas pour nous. Mais nous, on leur dit, c'est pour vous, vous avez la possibilité, voici des conditions d'accès très faciles, mais également avec des avantages fiscaux. D'ailleurs, rappelons encore qu'en 2014, la loi de finances 2014 a introduit une disposition fiscale, d'ordre fiscal très intéressante d'ailleurs, qui permet en fait aux entreprises de bénéficier d'une réduction de l'IBS à hauteur du taux d'ouverture sur le marché pendant une période de 5 ans, à partir de la date d'introduction. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Sachant déjà que tous les produits issus du marché boursier sont totalement exonérés de l'IBS et de l'IRG. Monsieur Benoît, nous avons édité ce matin à Maghreb Émergent un papier qui reprend une note du Forum des chefs d'entreprise dédié à l'animation, dédié au développement de la bourse d'Alger, dans lequel il y a une série de facteurs bloquants qui sont évoqués. Et parmi eux, bon, on va traiter des autres, mais il y a un facteur qui n'était peut-être pas assez visible pour le grand public, c'est celui du système de cotation. Donc, pendant très longtemps, à la bourse d'Alger, on ne pouvait pas introduire une offre d'achat ou de vente supérieure de 5% ou inférieure de 5% au cours du jour. Ce qui semblerait, d'après cette notice, a entraîné un peu une sorte de blocage des valeurs pendant très longtemps. Il y a l'exemple de l'hôtel Horaci à des valorisations qui sont pas réalistes, qui sont pas celles du marché. Et il s'est passé quelque chose depuis quelques semaines. Vous avez déplafonné ce gap. Vous avez ouvert. Pourriez nous en parler? Alors, moi je ne partage pas l'idée que le problème de la liquidité se trouve au niveau du parquet ou du système de cotation. Loin de là, parce le problème se trouve ailleurs. C'est un élément de réponse. C'est un élément, mais il y a d'autres solutions qu'il faut chercher. Je voulais commencer par celui-là, évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de plus récent. Oui, ce qu'il y a de plus récent. Nous, c'est inscrit depuis longtemps dans notre, dans notre plan d'action, c'est de trouver la meilleure façon d'améliorer la liquidité des titres, au niveau de la bourse d'Alger. Alors, je vous pose la question, pouvez-vous avoir de la liquidité avec 4 titres cotés? Sincèrement, c'est quelque chose qui est, on va dire, ça saute aux yeux. 4 titres cotés, vous avez à peu près une vingtaine d'ordres qui arrivent sur le parquet par mois. Donc il n'y a pas suffisamment d'ordres, il n'y a pas suffisamment de titres pour permettre en fait. Alors moi j'ai discuté un petit peu avec des gens du FCE qui ont concocté cette note et ils disent effectivement il y a ce problème. On va l'affiner dans un second. Ils disent qu'à 480 dinars l'action de l'hôtel Horaci, qui est l'une des plus anciennes, introduite en février 2000. Personne va accepter de vendre à 5% plus cher seulement, parce que même à 5% plus cher, le seuil maximal auquel on peut introduire un ordre de vente, on est très en deçà de la valeur et il y a eu cette illustration qui a été donnée. Si on mesure la capitalisation de l'hôtel Horaci à cette valeur, on a le mètre carré à 23 000 dinars, alors que le mètre carré terrain nu, sans l'hôtel au-dessus. Absolument. Donc c'est pour illustrer un petit peu l'écart qui s'est formé dans la durée entre le prix à la bourse d'Alger de l'actif et le prix tel qu'il se négocierait en dehors de la bourse d'Alger. Alors, peut-être il faut revenir au principe même de l'investissement au niveau de la bourse. C'est-à-dire qu'un investisseur qui vient sur le marché, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la rentabilité de son titre. Combien il va avoir
d'ici une année, combien il va avoir s'il venait à vendre son titre. Donc, en quelque sorte, il achète l'avenir. Entre guillemets, c'est pas très important pour lui de connaître que l'Horacie, par exemple, a un terrain, un immeuble qui fait 18 étages, c'est un 4 étoiles. C'est bien, ça permet en fait à l'investisseur de venir parce qu'il sait que c'est une entreprise rentable. Mais la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur comptable, telle que vous la présentez, et la valeur du cours de l'action, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Vous prenez allez sur Internet, vous allez trouver énormément d'entreprises qui sont très développés, qui ont un patrimoine très important, mais dont le titre est sous-coté. On va dire pas sous-coté, mais il a une valeur marchande qui est inférieure à la valeur intrinsèque. Donc, sur cette question-là, moi je dis que la valeur dont vous êtes en train de parler par rapport au patrimoine et la valeur dans ce fait qui est chez l'investisseur, ce sont des choses totalement différentes. Il n'y a pas eu de transaction sur ce titre pendant toutes ces années. La question qu'on doit se poser, pourquoi il n'y a pas eu de transaction sur ce titre? Parce que tout simplement, ils ont une politique de dividende qui est très intéressante. Par conséquent, celui qui achète l'action Horacie, il la garde. C'est un titre qui n'est pas vendeur. Aujourd'hui, si vous voulez acheter de l'Horacie, vous ne trouverez pas. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait de la liquidité si l'investisseur achète? C'est en quelque sorte un refuge pour lui. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous disons? Il faut gagner en profondeur du marché en introduisant beaucoup de titres. Et là, l'investisseur pourra chercher à maximiser donc ses profits et aussi à réduire ses pertes éventuellement, parce qu'il faut le dire que ce n'est pas toujours en hausse, mais ça pourrait être aussi en baisse. Et là, il va y avoir de l'activité. Donc c'est un des éléments aussi qui pourrait permettre de relancer la liquidité sur le marché. Mais monsieur, c'est un petit peu quand même bon. Je veux dire, c'est difficile de trouver la cause et l'effet là dans les deux phénomènes dont vous parlez, mais ce qui est remarquable quand même, ce qui semble le plus choquant, si vous voulez, c'est que quelqu'un qui a acheté des actions qui a accepté d'aller à la bourse, donc il y a eu une entreprise qui a décidé d'être cotée en bourse, comme Saïdal, comme l'Horacie, etc. Il y a 15 ans, il a acheté des actions. Bon, lui s'attendait probablement cet actionnaire-là à ce que ces actions, qu'il y ait des transactions, qu'il y ait des achats, des ventes, etc. et que la valeur de ces actions, elle progresse. Ne passe pas d'ordre sur le marché. Comment voulez-vous que le marché Alors, je vais vous dire. Mais pourquoi est-ce qu'il ne passe pas d'ordre? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas d'ordre? J'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a à peu près une vingtaine d'ordres qui arrivent sur le parquet par mois. Alors que sur les 4 sociétés cotées, les 5 maintenant et la 6e qui arrive, nous avons, si nous prenons en moyenne 1000 à 2000 actionnaires, personnes physiques ou morales, qui ont acheté des actions, comment se fait-il que sur 10 000 titres, nous n'avons que 40 ou 20 titres qui arrivent par mois? Mais on peut vous répondre que si les gens ne passent pas d'ordre, c'est justement parce que la marge de progression était plafonnée à 5%. Oui, mais plafonnée à 5%, vous pouvez acheter ou vendre à 5% et ça remonte de manière graduelle. Ouais, mais il faudrait faire tous les jours. Il faut pas, non, il faut dire que sur d'autres places, par exemple à Euronext, sur certains actions, la variation est de plus ou moins 3%. Mais vous allez me dire, ce n'est pas comparable. Oui, bien sûr. Ce sont des places matures. C'est des places matures. Donc, moi, je dis, encore une fois, ne condamnons pas maintenant. Parce que si on commence à parler de ces choses-là, le marché est en train. Non, on en parle pour dire qu'il y a du nouveau. Moi, je voulais vous entendre commenter les conséquences du déplafonnement à 20%. À quoi vous vous attendez maintenant? Alors, nous avons dit, comme c'est un élément, nous avons dit, voilà, nous allons voir, nous allons ouvrir les fourchettes. Nous les avons ouvertes à plus ou moins 20%. Au mois d'avril, récemment. Donc le titre peut varier de plus ou moins 20%. C'est l'initiative de la bourse ou bien c'est une instruction qui est venue du ministère des Finances? Non, pas du tout. C'est une initiative de la bourse. Quand je parle de la bourse, c'est avec l'autorité de marché. Nous travaillons. Nous sommes à Radio 1, donc nous disons les choses telles que nous avons comprises. Il y a un article de TSA, qui dit que c'était une instruction du ministère et que la direction de la Société de la Bourse d'Alger était plutôt réticente à introduire cette réforme. Alors, moi aussi, j'ai l'habitude de parler très sincèrement. Je vous dis que n'oublions pas que Monsieur le ministre des Finances était déjà venu il y a quelques semaines de cela à la bourse. Il avait donc incité l'ensemble des parties, c'est-à-dire que ça soit les institutionnels, que ça soit les émetteurs, de chercher les meilleures solutions pour améliorer la liquidité. Donc,
pour nous avons commencé déjà à travailler. Donc il y a un groupe qui a été créé. Nous avons mis ce qu'on appelle une application test pour tester les ouvertures de fourchettes. On avait dit l'ouverture à 20%. En concertation avec l'autorité de marché, donc nous avons permis cette ouverture. Nous avons vu qu'il y a eu une variation à la hausse des titres, et c'est tant mieux. Maintenant, d'un côté, on pas dit tous les titres, hein. Il y a que 2 titres qui ont. Oui, mais ça pourrait venir. Alors, c'est trop tôt c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. C'est pas en ouvrant une séance que vous allez avoir le flux et que. D'autant que c'est pas connu. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité sur cette réforme. Ça va commencer. Absolument. Maintenant. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité sur cette réforme. Ce que nous disons, nous, pour notre part, nous avons une obligation d'information. Donc nous informons le marché d'une manière générale pour dire que nous ouvrons les fourchettes, nous donnons les informations qu'il faut. Donc nous avons même mis en ligne il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, une application mobile qui permet en fait de gagner en visibilité. Nous avons un site internet qui donne un maximum d'informations. Et là, c'est pas à nous d'aller chercher les investisseurs. Demain, il y a une séance à la bourse. Bon, il y a des gens qui vont proposer, disons, d'acheter des actions Saïdal ou des actions Alliance Assurance ou Biopharm. Est-ce qu'elles sont affichées en temps réel, ces propositions-là d'achat ou de vente à la bourse? Elles sont pas affichées en temps réel. Alors, affichées, il faudrait que l'ordre arrive d'abord au parquet. Il faut qu'il soit saisi dans le système. Parce que s'il n'est pas saisi, pour nous, il n'y a pas d'ordre. Ça, c'est le rôle des IOB. Oui. Mais nous, on nous dit que les ordres qui sont, un certain nombre d'opérateurs, disons, nous disent que les ordres qui transmettent ne sont pas traduits immédiatement, ne sont pas affichés immédiatement. Nous affichons depuis quelque temps même les ordres qui sont hors fourchette. C'est-à-dire ceux qui dépasseraient la fourchette qui est fixée. Mais nous donnons un maximum d'informations. Vous les affichez en temps réel? Ou les afficher le lendemain? Alors, une fois qu'ils sont saisis, alors il faut comprendre comment se déroule l'opération. Donc, on ouvre la séance à 9h30. Il y a une période qui est donc donnée aux IOB d'insérer les ordres d'achat et de vente. Et puis après, on suspend la saisie après un certain moment. Et puis, on laisse le système essayer de trouver le matching, les ordres d'achat et de vente. Et puis, il y a le nouveau cours qui se forme. Une fois que les cours ont été, donc il y a eu cotation, là les informations sont automatiquement donc répercutées sur le site internet, le BOC est édité, etc. Monsieur Benoît, vous nous annoncez des nouveautés de ce côté-là. Absolument, j'allais en venir. Transition. Pour aller justement. On va pas vous reprocher votre immobilisme puisque vous justement vous êtes en train de faire bouger les choses. Disons depuis 15 ans c'était bloqué. Là vous faites bouger les marges, etc. M. Benoît rappelle que les revenus de la société qu'il dirige sont liés au volume de transactions. Absolument. Donc voilà, vous avez intérêt à ce que ça. La bourse c'est une autoroute. Vous avez intérêt à ce que ça roule. Bon, mais là le problème c'est que la vitesse elle a été limitée à 5 km/h. Maintenant elle passe à 20 km/h. Mais bon, la proposition du FCE c'est de supprimer les limitations de vitesse. C'est-à-dire ils vous disent pourquoi vous faites 5%, Alors, je vais vous dire très simplement, sur cette question. Pourquoi vous avez peur de ça, justement? Pourquoi est-ce que vous avez peur d'ouvrir? Alors, parce que nous regardons le marché, nous regardons pas le titre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 5 titres qui existent sur la côte, mais moi, je ne m'intéresse pas au titre d'alliance, mais moi je regarde le marché dans son ensemble. Il faut dire que si vous ouvrez cette histoire, vous dites déplafonner totalement. Oui, c'est la proposition du FCE. Oui, mais le risque serait ensuite qu'il y ait effectivement, il peut y avoir une variation à la hausse, mais il peut y avoir une variation à la baisse. Oui, c'est la bourse. Oui, et oui, mais déjà que certains crient déjà pour dire que notre titre n'a pas pris de valeur parce que depuis l'introduction, mais je dis encore une fois, la valeur d'un titre est intimement lié à la politique de dividendes de l'entreprise. Nous remarquons au niveau de la bourse que les sociétés qui donnent des dividendes intéressants, et Dieu sait qu'il y en a, par exemple en 2014, on attend d'avoir donc les rémunérations pour 2015. En 2014, il y a eu des rendements qui variaient entre 3,75 et pratiquement 7%. Il y a en 2013, il y a une société qui a donné du 11%. Et c'est tout à fait normal que l'actionnaire ne cède pas à ce genre de titre, parce qu'il trouve pas notre titre plus intéressant. Donc, encore une fois, je dis, il faut qu'on gagne en profondeur du marché. Travaillons sur l'arrivée d'autres sociétés publiques, privées, sur les différents... Une dernière question sur la variation, peut-être avant d'avancer, Monsieur Benoît. Est-ce que quand même le risque le plus grand, c'est pas celui d'une trop
trop forte variation, mais celui de pas de variation du tout. Parce que pour intéresser le public, il faut qu'il y ait des variations. Même si elles sont fortes, le public va commencer à écouter la bourse. Absolument. Alors que pas de variation. Non, il y a des variations. Il y a des variations à la hausse, il y a des variations à la baisse. Il faut le dire, même avant l'ouverture de la fourchette. Oui, elles étaient limitées. Il faut pas. Mais du moment dès qu'on a ouvert à 20%, alors certains disent attention, il y a manipulation, il y a ceci, cela. Alors. Oui, ça c'est un peu. Mais qui est-ce qui dit ça alors? Qui est-ce qui parle de manipulation? Parce qu'on a vu ce que disent les médias. Notre confrère. Oui, mais nous ne partageons pas cela. Vous ne partagez pas ce point de vue. Donc nous disons, dans la mesure où le marché commence en fait à bouger, moi je pense que les médias ont un rôle important à soutenir cette dynamique et à la pousser. Si aujourd'hui je suis là, c'est pour essayer d'éclaircir encore les choses un peu plus. Peut-être je reviendrai sur votre question par rapport au système de cotation, peut-être nous sommes dans un processus d'acquisition d'un nouveau système de cotation qui répond vraiment aux standards en la matière. Et c'est un dossier qui est piloté par le ministère des Finances. L'appel d'offres a été lancé il y a de cela quelques semaines. Donc nous allons, d'ailleurs ça va concerner les 3 institutions de marché, que ce soit la bourse, l'autorité et le clearing. Donc à terme, peut-être je pense qu'en 2017, nous allons avoir ce nouveau système qui va permettre déjà de dématérialiser le parquet, c'est-à-dire que les transactions pourront se faire en ligne, à partir du bureau des IOB, etc. Pourquoi cet investissement n'est pas arrivé un peu plus tôt? Par exemple, en 2011, quand on a travaillé sur le plan de relance de la bourse d'Alger, c'était inscrit parmi les recommandations. On aurait pu faire cette acquisition un peu plus tôt, quand même. Oui, mais il faut dire que par rapport à la bourse, comme vous l'avez bien signalé, nos revenus proviennent des transactions, entre autres. S'il n'y a pas de transaction, donc il n'y a pas de revenus, donc nous ne pouvons pas supporter un coût important parce qu'il faut dire que ça chiffre en millions de dollars. Alors, on sent, Hassan, que ça avance. Il y a de nouvelles entreprises qui vont rentrer sur la bourse d'Alger. Il y a ce décloisonnement de la fourchette qui est prometteur de plus grandes variations. Voilà, il y a le nouveau système qui va arriver. Merci pour le coup de main. Et cette proposition qui a été faite plusieurs fois, notamment par Monsieur Amal Belkou, qui est passé 2 fois sur notre plateau à l'invité du direct, qui dit sur les places naissantes, il faut obliger les IOB à mettre de leur deniers dans l'animation. Et il propose 200 millions, c'est bien ça Hassan, 200 millions de dinars par banque publique, par IOB, pour maintenir la liquidité du marché. Et vous en pensez quoi, monsieur? Alors je vais vous dire, toutes les propositions nous intéressent. Toutes les propositions nous intéressent. Donc nous essayons de faire participer le maximum d'intervenants pour essayer de trouver les solutions. Parce que la solution n'est pas uniquement au niveau de la SGBV, n'est pas uniquement au niveau des IOB, n'est pas uniquement au niveau de la COSOB, etc. Donc moi je parle de l'écosystème. La bourse, elle est au centre, mais il faudrait que tout ce qui entoure la bourse puisse être aussi dynamique. Entre autres, effectivement, les IOB ont un rôle important à jouer. Nous nous félicitons de l'arrivée d'un IOB société privée, c'est une très bonne chose. L'arrivée aussi, qui n'est pas banque d'ailleurs, et l'arrivée donc de 2 banques privées aussi en tant qu'intermédiaires en opération de bourse. Et nous avons bon espoir que d'autres sociétés vont arriver en tant que là aussi, on a entendu des acteurs de la place reprocher à la COSOB de ne pas donner facilement son visa pour son agrément pour les IOB. Alors, il faut peut-être situer le rôle de l'autorité de marché. C'est de veiller à la sécurité de l'investisseur. Donc, elle doit s'assurer, elle a une responsabilité importante pour s'assurer que l'IOB qui aura en fait l'agrément doit remplir l'ensemble des conditions. C'est quelque chose de très important parce que ça peut avoir des incidences vraiment très très importantes sur le marché. Alors, il y a aussi le point de vue selon lequel on a perdu tellement de temps dans le développement de la place d'Alger qu'aujourd'hui le seuil, la masse critique qui permet de réellement développer on mettra trop de temps à l'atteindre. Est-ce que vous pensez que il y a des raccourcis à prendre? Par exemple, il y a une proposition qui a été faite. Je crois que c'est par Caire ou le président de Caire, M. Slim Atmani, qui aussi, donc à travers NCA coté en bourse, oui. De fusionner la place d'Alger et la place de Tunis. Oui, ça, il faut dire que nous n'avons pas déjà la taille, comme vous l'avez dit, la taille critique pour pouvoir fusionner. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour penser à une place
disons régionale, ça serait intéressant à terme. Mais si en comparant la bourse de Tunis qui tourne aux alentours de 10 milliards de dollars de capitalisation, nous allons atteindre notre premier milliard avec l'arrivée de la cimenterie Ain Kbira. Donc le gap est trop important. Il faudrait hisser le niveau de la bourse à un niveau plus, on va dire, se rapprocher de cette CAPI, et puis après, peut-être, pourquoi pas, trouver des solutions. Je précise ici que nous avons signé une convention avec la Bourse de Tunis, dans laquelle nous avons, il y a un aspect relatif à la double cotation. Donc, si demain il y a des sociétés qui souhaiteraient être cotées sur les deux marchés, il serait possible donc de le faire à terme. Donc, cette idée-là n'est pas totalement. Alors, Monsieur Benamou, vous avez souvent, pour votre défense, affirmé que la culture boursière était faible en Algérie, que les Algériens ne pensaient pas d'abord à la bourse quand ils avaient de l'épargne. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits de ce côté-là, du côté de votre société, mais aussi chez les IOB. On a entendu donc parler d'un point bourse qui serait créé chez les IOB. De quoi il s'agit exactement? Alors, le point bourse, c'est en fait, c'est de permettre aux investisseurs, donc à n'importe qui, lorsqu'ils se présentent au niveau de la banque, d'une agence, n'importe quelle agence bancaire, de trouver l'information relative au marché. Il faut dire qu'effectivement, actuellement, il est difficile d'avoir cette information. Donc, l'autorité de marché, la COSOB, en relation avec la BEF, ont formé déjà plusieurs personnes donc du secteur bancaire sur la gestion d'un point bourse. Donc, l'idée serait d'installer un point bourse dans un premier temps, au niveau de chaque agence principale, de chaque agence bancaire, au niveau de chaque wilaya, et à terme, donc, laisser l'initiative aux IOB de choisir les lieux où seront implantés ces points bourse. Monsieur Benamou, demain c'est lundi, oui, Hassan. Ouais. Non, moi je voudrais vous poser une question d'ordre général, puisqu'on approche un petit peu de la fin de l'entretien. Disons, moi, il y a un certain nombre d'opérateurs économiques qui sont très liés à la bourse, qui considèrent, si vous voulez, que la bourse, c'est un petit peu, pour reprendre la métaphore que j'utilisais tout à l'heure, c'est un petit peu comme une société de gestion d'autoroute, quoi. C'est bon, elle est chargée. Son intérêt, c'est d'avoir le maximum d'utilisateurs pour les péages, etc. D'avoir le maximum de voitures qui roulent. Et puis à côté, il y a la gendarmerie qui régule, qui impose des limitations de vitesse, etc. Et bon, on sent pas toujours, si vous voulez, très bien que la bourse d'Alger, bon, peut-être ça va changer avec vous, mais on sent pas très bien que la bourse d'Alger, c'est un opérateur qui cherche à attirer le maximum d'entreprises, etc., qui, même dans vos propos, souvent, on a l'impression que vous prenez beaucoup de précautions, si vous voulez, en particulier avec ce système de cotation, là, en nous disant, on va passer de 5% à 20%, et puis peut-être après, plus tard, parce que, vous nous avez dit, on est passé à 20%, mais bon, je dis, Horaci et Saïdal, c'est toujours, ça n'a pas bougé, hein. C'est-à-dire, en l'état actuel du marché, nous avons plus à gagner en parlant simplement que de parler techniquement. Parce que parler de la fourchette, c'est parler avec des initiés. Mais nous, ce que nous voulons, que les chefs d'entreprise comprennent quelle est l'utilité de venir en bourse. Aujourd'hui, si vous me dites pourquoi une entreprise viendrait en bourse, je vous dirais, elle viendrait d'abord parce qu'elle voudrait lever des fonds qui sont des fonds à long et moyen terme, qui ne seraient pas, notamment si c'est une ouverture de capital, donc qui ne viendrait pas alourdir son passif parce que ce n'est pas une dette, mais également, elle va gagner en matière de visibilité. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de Biopharm, qui va s'attaquer à un marché important, qui est le marché européen et le marché africain, croyez-moi que le fait qu'elle soit cotée, elle serait mieux accueillie par les partenaires étrangers que si elle ne l'était pas. Donc ça, c'est un élément important. Deuxièmement, il y a la possibilité, à travers, par exemple, lorsqu'il y a souscription, de permettre aux employés, aux salariés de l'entreprise d'acquérir une partie de ces actions. Ça va renforcer le lien d'appartenance à l'entreprise, sachant qu'ils ont leur salaire, mais ils auront en fin d'année la possibilité d'avoir des dividendes. Donc ça va les inciter à travailler
payer beaucoup plus. Vous avez aussi l'amélioration de la gouvernance, et ça c'est une obligation. C'est une obligation, c'est-à-dire c'est une obligation. Une société cotée en bourse n'est pas gérée de la même manière. D'ailleurs, moi je dis souvent, les chefs d'entreprise dans les sociétés sont cotés doivent faire très attention aux déclarations qu'ils font, parce que peut-être sans le savoir, ils vont impacter la valeur du titre. Et donc, c'est ce niveau ces éléments-là qui sont Monsieur Belmoub, demain c'est lundi, donc demain c'est une journée de cotation. Moi je suis un peu fasciné par ce titre à 480 dinars de l'hôtel Horaci. Si je venais demain faire une offre à 20% plus cher. Oui. Donc sur le parquet de votre institution. 600 dinars alors oui, merci pour le calcul très rapide, Hassan. Est-ce que j'ai des chances de trouver un vendeur à 600 dinars? Je ne saurais vous le dire parce que tout simplement pour nous, au niveau de la SGBV, la Bourse d'Alger, pour nous les titres sont anonymes. Donc je ne peux pas vous dire est-ce qu'il va y avoir ou pas mais passez votre titre et on verra. Mais moi j'ai regardé vos derniers les statistiques de la dernière séance. Oui. J'ai vu qu'au cours de la dernière séance, il y a sur le titre Horaci, il y a des propositions d'achat à 1000 dinars. Il y a des gens qui sont prêts à acheter le titre Horaci à 1000 dinars et ils sont en fourchette. Ils sont en fourchette. Alors si vous déplafonnez, si vous enlevez carrément les fourchettes, il va y avoir une variation des titres qui risque, je vous le dis bien, de pénaliser la bourse parce que l'investisseur, il saura plus après comment sont déterminés les prix. Parce qu'aujourd'hui, s'il achète à 1000, s'il a un titre coté à 1000, et demain, il pourrait se retrouver à 500 ou voire moins, parce que la variation, elle n'est pas toujours positive. Il ne vendra pas. Il va garder son titre. S'il l'a acheté à 1000, il ne vendra pas à 500. Mais nous, c'est pas bon, parce que nous, on voudrait qu'il y ait plus d'ordre donné sur le marché. C'est un peu, on va pas rester à se mordre la queue et à tourner autour du. Donc voilà, nous essayons d'apporter des améliorations qui, j'espère, donneront une meilleure. Alors le prochain événement heureux à la Bourse d'Alger, c'est la cloche pour le titre cimenterie de Ain Kbera. Absolument. Qui est prévu vers aux alentours du 27 juin, je pense, si tout se passe bien. Et donc il y aura aussi une négociation sur le cours d'introduction, j'imagine. Ça sera introduit au cours de 1600 dinars. Hein. Ah, c'est toujours comme ça. Oui. Voilà. C'est déterminé par l'entreprise en fait dans sa notice d'information. Monsieur Yazid Belmoub, directeur général de la Bourse d'Alger, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. Merci. C'est moi, je vous remercie.